Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous retrouve pour une vidéo dans un format un peu différent que d'habitude. Ça va être un day in my life dans ma vie étudiante de chercheuse en master de lettres classiques. Je vais vous montrer un peu les détails de ma journée. Évidemment, je commence par boire un grand verre d'eau. Je peux pas commencer ma journée sans avoir bu un verre d'eau. Ensuite, je me suis fait un petit déjeuner assez protéiné à base d'avocat, de lentilles que j'avais préparées la veille et qui me restaient. Donc j'ai fait une purée d'avocat avec quelques épices que vous voyez à l'écran. J'ai mis de la levure de bière juste pour le goût parce que j'adore ça et en plus c'est plein de bonnes choses. De l'ail évidemment et du gingembre. Et puis évidemment j'ai mis un peu de sel et de poivre. Cette petite préparation à l'avocat, je l'ai tartinée sur mon pain que j'avais fait griller. C'est du pain complet, bon c'est du pain de mie mais en coloc c'est plus facile à gérer les quantités de pain de mie. Et ensuite j'ai fait revenir les lentilles mais juste pour qu'elles grillent un peu, juste pour qu'elles soient un peu plus croustillantes. Et j'ai ajouté ça sur mes tartines et ensuite j'ai aussi mangé une pomme et j'ai rebu un autre grand verre d'eau en regardant bien sûr une vidéo d'Emma qui est une de mes youtubeuses préférées. Elle me calme et quand je me sens pas productive, je regarde une de ses vidéos et d'un seul coup j'ai envie de filmer, j'ai envie de lire, j'ai envie de travailler. Donc voilà, bon plan du matin, regardez une vidéo d'Emma, en plus elle choisissait ses livres du mois, j'adore ces vidéos-là. Ensuite évidemment, je fais un peu de rangement, je nettoie la table parce que c'est la table où on travaille souvent, ou en tout cas où Alizé et Timothée, mes amis, travaillent, donc j'ai un peu tout rangé. Et ensuite, direction la salle de bain pour me préparer, ignorer ma tête un peu encore pleine de sommeil. J'avais mis un masque dans mes cheveux et j'avais fait des nattes pour la nuit parce que j'avais prévu de les laver ce matin-là et donc voilà, ils ressemblent à rien, c'est à Rubik de partout mais on s'en fiche. Donc là je refaisais juste ma natte parce que mon petit élastique avait explosé. Donc j'utilise une lotion et je la passe sur mon visage avec un coton en bambou pour nettoyer un peu mon visage et le réveiller aussi. Et puis j'utilise une crème apaisante pour ma peau et ensuite je passe au maquillage. Je me maquille pas tous les jours mais quand j'ai besoin de me sentir productive comme ce jour-là où j'allais travailler sur mon mémoire et où j'ai pas forcément très confiance en moi, c'est un exercice qui me fait très peur d'écrire mon mémoire, donc j'ai besoin de me pimper un peu et de me donner confiance en moi avec un peu de maquillage. Ça me fait me sentir un peu comme une girl boss, donc voilà, ensuite j'enfile mes lunettes et c'est parti. Évidemment il faut que j'arrange mon setup parce que quand il fait pas très beau, et cette semaine-là il faisait pas très beau à Paris, on voit rien dans ma chambre, c'est le noir complet, donc j'ai sorti la ring light. Donc voilà, là je commence à travailler. L'objectif de la journée c'était de créer le document de la rédaction de mon mémoire, donc le Word où j'allais réellement rédiger mon mémoire. Donc là vous me voyez ouvrir un peu toutes les fenêtres dont j'aurais besoin. Je vais plus tard vous montrer une capture d'écran où je vous montre tous les sites sur lesquels je vais pour travailler sur mon mémoire. Peut-être que ça peut vous intéresser. Et bien sûr, évidemment, on ne peut pas faire une journée de travail sans musique. Donc voilà, je suis allée sur Deezer et je me suis mis une petite playlist. Ce cahier violet, c'est le cahier dans lequel je prends toutes mes notes liées à mon mémoire. J'ai fait ma traduction dedans, j'ai pensé mon plan dedans, j'ai ma to-do list dedans. Enfin, c'est vraiment le cahier où je centralise toutes les données en rapport avec mon mémoire. Et donc là, je notais un peu toutes les idées qu'il ne faut pas que j'oublie de mentionner dans certaines parties de mon mémoire. Donc voilà, j'ai passé un petit temps à faire ça. En fait, je travaille de manière assez spontanée. Quand une idée me vient, il faut absolument que je la note, sinon j'ai peur de l'oublier. Et là, visiblement, j'avais une tonne d'idées qui m'arrivaient à la minute, donc il fallait tout que j'écrive. Je sais pas si c'est pareil pour vous, si vous arrivez à garder votre tête organisée quand vous travaillez, ou si une fois que vous êtes inspiré, vous avez plein d'idées, il faut que vous les notiez aussi. Donc ça, c'est mon mémoire de l'année dernière, et en fait, je le regardais pour référence de mise en page, parce que je vais faire à peu près la même mise en page que l'année dernière.
Donc je l'ai juste pris pour voir les tailles de police que j'avais utilisées à peu près, qu'est-ce que j'avais mis sur les pages de garde, etc. Et donc ça y est, on est lancé. Je crée mon document Word. Donc sur la page de garde, il faut mettre le nom de l'université, l'année universitaire, la faculté à laquelle j'appartiens et l'UFR qui est chargée de la direction de mon mémoire, mon titre. Et là, je me suis mise à chercher une image que je peux mettre en page de garde. Donc comme je travaille sur un texte d'un auteur chrétien qui s'appelle Épiphane, texte qu'il a rédigé contre les manichéens, qui sont une communauté hérétique chrétienne de l'Antiquité tardive et jusqu'à la fin du Moyen-Âge en fait. Là voilà, je cherchais une image du manichéisme, mais c'est beaucoup des images très tardives que j'ai trouvées parce que les manichéens ont subi d'énormes persécutions à l'Antiquité. Donc il nous reste très peu de documents manichéens dont on a encore un héritage direct. Donc voilà, tout ce qu'on trouve sur internet, c'est des images qui datent du Moyen-Âge, qui ont surtout été retrouvées en Chine, en Extrême-Orient, parce que le manichéisme s'est dispersé jusque là-bas. Il est parti de Perse pour aller arriver jusqu'à Rome, et à l'est il est allé jusqu'en Chine, où il a prospéré jusqu'au XIVe siècle, il me semble même XVe siècle. Donc voilà, toutes les images un peu qu'on a, les représentations de la cosmogonie, de l'univers chez les manichéens, c'est des représentations très tardives comme ça, mais du coup ça concernait pas forcément mon mémoire, parce que moi du coup je travaille sur les manichéens de l'Antiquité, donc voilà, c'était un peu difficile de trouver une image qui correspondait, et au final j'ai choisi une photographie d'un texte manichéen après rénovation, après restauration, qui est le Codex de Cologne. Un des enjeux de mon mémoire, c'est d'essayer aussi de voir comment la question manichéenne a été traitée par les chrétiens, comment ils ont un peu caricaturé cette secte, cette communauté, cette doctrine hérétique, qu'ils ont eux-mêmes qualifiée d'hérétique et qu'on continue d'appeler hérétique parce qu'on est toujours dans le point de vue des chrétiens. Ouais, voilà, un des buts de mon mémoire, ça va être d'essayer de distinguer la vérité de la caricature. Du coup, je voulais mettre en exergue une image d'un texte directement manichéen. Voilà, parce que ça représente un peu un des enjeux de mon texte, qui va être de rendre justice à la vérité de la lettre manichéenne. Et de montrer quel traitement les chrétiens en ont fait et comment ça a influencé notre regard à nous sur la pensée manichéenne. Alors, il est 11h56, là je vais faire une pause pour aller manger. J'ai à peu près fini de mettre en page mon mémoire, de mettre la traduction dedans dans le document Word. Cet après-midi, je vais attaquer la rédaction des parties commentaires un peu. Le but, c'est au moins de rédiger l'introduction. Mais voilà, au moins là, je me suis un peu débloquée, j'ai réussi à avancer, à me mettre dans un bon mood de travail. Cet après-midi, quand j'en aurai trop marre, on fera une pause. J'ai un colis à aller chercher en point relais. Donc on fera ça quand j'en aurai trop marre. J'ai trop faim, je vais aller manger. Staring out the window, reaching for a North Star, waiting just to wake up from this nightmare where you could be right back in my arms, dancing to the limbo, stuck here in the middle. You tell me that it's simple, but I could paint 1,000 different pictures of what is wrong. But if we turn the clocks back a couple dials, we should throw them out, because time ain't ours, oh, but you fill me up, and I can feel it now. Donc là, je vais en profiter pour vous parler du coup des sites que j'utilise pour travailler sur mon mémoire et faire des recherches, trouver des articles, etc. Donc là, vous me voyez en train d'ouvrir tous les sites à la fois dans différentes fenêtres centrales que j'utilise. C'est évidemment le site de la BIS, la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, puisque grâce à la BIS, on a accès à de nombreux différents sites. Alors, sur cette première fenêtre, j'ai ouvert le Panarion d'Épiphane, qui est le livre sur lequel je travaille. C'est une édition traduite en anglais par Frank Williams. Et ça me permet d'avoir
la traduction complète de la notice sur laquelle je travaille. Ce deuxième site qui s'appelle Théotexte, c'est un site vraiment pratique parce que on peut avoir accès à une version bilingue de la Bible, des différentes traductions et éditions de la Bible. Donc là, c'est la Septante, c'est la Bible grecque que j'utilise le plus souvent. Il n'y a pas d'édition critique, mais c'est une bonne traduction et une manière d'avoir le texte grec. Là, on est dans le Nouveau Testament. On peut aussi avoir accès à la Bible annotée. Donc il va y avoir des notes de traduction, de commentaires. Et aussi le Nouveau Testament annoté plus particulièrement. Donc voilà. Ensuite, ce site, c'est le Sudoc. C'est un site où on va pouvoir se renseigner sur des livres qu'on veut lire et utiliser pour notre bibliographie. Et on va pouvoir chercher où les trouver, dans quelle bibliothèque on peut les trouver. Si je fais un autre exemple, Alexandre de Lycopolis, je voulais son texte anti-manichéen. Donc voilà, celui-là, il se trouve à l'Abysse. Et donc quand je clique sur l'Abysse, je peux voir ses disponibilités. Donc est-ce qu'on peut l'emprunter ? Est-ce qu'il est disponible ? Et comment le demander ? Où il se trouve ? Donc voilà, ensuite ça c'est un site Brepulse où on a accès à des articles scientifiques numérisés. Donc il suffit de taper un mot-clé en rapport avec ses recherches pour tomber sur tout un tas d'articles qui concernent le même sujet. Donc là j'en avais vu un que j'avais pas encore, sur lequel j'étais pas encore tombée. Et donc je l'ai ouvert en PDF pour pouvoir le télécharger ensuite. Ensuite le JSTOR, c'est un autre site où on peut trouver des articles numérisés qui est aussi très fourni, très pratique. Je commence souvent mes recherches par aller chercher sur ce site tout un tas d'articles à lire sur mon sujet. Donc voilà, pareil, on entre un mot-clé et on va pouvoir trouver tout un tas d'articles et appliquer des filtres. Donc voilà, pareil, là j'ai trouvé un article assez intéressant que j'avais jamais vu. Donc je m'en suis emparée. Pareil, il faut les ouvrir en PDF et ensuite on peut les télécharger. Alors là, on est sur la page du Cairn qui est aussi un site où on peut trouver tout un tas d'articles et surtout, il regroupe tous les que sais-je. Vous avez sûrement dû en utiliser au lycée ou dans vos études. Et moi, celui qui m'intéresse, c'est celui sur le manichéisme que j'ai déjà parcouru plusieurs fois. C'est un peu la référence et le manuel de base pour tout comprendre. Et donc, on peut feuilleter tous ces livres en ligne. On n'a pas besoin d'aller en bibliothèque. Celui-ci se trouve qu'à la bibliothèque Sainte-Geneviève, ou en tout cas en accès libre, il se trouve à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Donc voilà, ça c'est les sites que j'utilise le plus souvent et qui me sont les plus utiles. J'avoue que là je commence un peu à saturer, mes yeux commencent à être un peu carrés là d'avoir été sur mon ordi toute l'après-midi. Mais il faut que je continue à travailler, donc ce que j'ai prévu, je vous ai proposé sur Instagram de faire un live. Study with me. Mais bon, j'espère qu'on réussira à se remotiver ensemble. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse ce genre de live sur YouTube. Il faudra juste que j'investisse dans un câble HDMI qui va sur ma caméra parce que j'ai pas de webcam sur mon PC en fait. Je vais aussi me refaire un café glacé. Ce matin j'avais commencé à préparer ça mais les glaçons n'avaient pas pris. Donc j'étais un peu déçue, il était un peu tiède, c'était pas top. Je vais essayer d'en refaire un peu mieux cet après-midi. Ça va aussi sûrement un peu me réveiller. Et puis voilà, je suis assez contente de comment j'ai avancé et en fait de me mettre à travailler aujourd'hui, ça m'a aussi permis de me rendre compte que j'étais pas aussi en retard que je pensais. Ça va le faire, j'ai des bonnes idées. Je m'apprête du coup à faire le live, j'ai installé le téléphone juste là. Je sais pas comment je vais réussir à filmer à la fois avec la caméra et le téléphone. Je pense que ça va être un peu compliqué. C'est un peu le bordel, hein, j'avoue. Je peux vous montrer rapidement. Je me suis fait un petit iced latte là. Le live était vraiment super, on n'était pas très nombreux mais ça m'a fait plaisir de parler à certains d'entre vous et d'avoir un peu vos retours sur la chaîne. Je pense que je ferai ça plus souvent parce que c'était vraiment un bon moment. On a pu parler de livres et tout ça. J'espère qu'on fera ça et que vous serez au rendez-vous parce que vraiment ça m'a trop plu de parler avec vous comme ça un peu plus spontanément, en direct et tout, c'était chouette. J'ai choisi le bon moment pour sortir, il a plu toute l'après-midi, mais là il fait beau. Enfin j'ai choisi le bon moment, j'avais pas trop le choix. Parce qu'en fait je vais chercher des petites filles à l'école qui habitent pas loin de chez moi.
et je les ramène chez elle. Voilà, je vais les chercher, je les ramène et puis après je serai de retour à la maison. Mais je suis contente parce qu'il fait beau, c'est agréable. Ah, coucou, je suis de retour. Il est 19h45. Je me suis un peu posée, j'avoue. J'avais besoin de me reposer un peu. Et enfin, j'ai fait à manger. Là, j'ai mangé. Là, du coup, ce soir, je pense que je vais pas renchaîner sur du mémoire. J'avoue que je trouve que j'ai assez bien travaillé aujourd'hui. Je suis assez contente. Donc, je vais peut-être un peu faire du Proust ce soir. Dans ma dernière vidéo, je vous ai présenté ma réaction au programme de l'agrégation et c'est une des œuvres au programme et je pense que je vais commencer par là parce que, en fait, Le Temps retrouvé, c'est le dernier tome de la recherche. Le titre complet du grand roman de Proust en 6 ou 7 tomes, je sais jamais, c'est À la recherche du temps perdu, abrégé la recherche. Du coup, Le Temps retrouvé, c'est le dernier tome et je pense que ça pourrait être bien, à un moment ou à un autre, de lire au moins des passages de tous les volumes de la recherche, au mieux toute la recherche. On verra, c'est un peu ambitieux, on verra si c'est ce que j'arrive à faire. Donc je commence par celui-là, en plus c'est celui qui me fait le plus peur, donc il faut que j'arrache le pansement, que je crève l'abcès. En tout cas, toute la critique que j'ai lue, la préface aussi. Il faut que je trouve mes lunettes. Je sais pas ce que j'ai fait de mes lunettes. Bref, la préface était trop intéressante, donc ça m'a vraiment donné envie de le lire. Donc voilà, on va attaquer ça ce soir. Et je vais refaire un petit live, je pense à 20h. Allez, il est 47 maintenant. Ça serait bien que je retrouve mes lunettes. Je vais refaire un petit live. J'espère que vous serez un peu plus nombreux parce que c'était super sympa cet après-midi. Comme ça, je pourrais échanger un peu plus avec vous si vous êtes plus nombreux, ça serait cool. Il y a l'une d'entre vous qui m'a dit que ça l'intéresserait que je parle un peu plus du coup de mes recherches et de ce que je fais en fait, comment ça se passe au quotidien à un master de recherche de lettres classiques. Donc là, je me pensais que je pourrais m'asseoir un petit peu et vous parler de ça. Parce que toute la journée, vous m'avez vu travailler sur mon mémoire, mais en fait, qu'est-ce que je fais vraiment ? Je suis en master du coup de recherche de lettres classiques. Ça veut dire que je vais étudier des textes antiques, surtout des textes, mais après, comme les textes, ça peut parler de beaucoup de choses. Je suis aussi un peu historienne, je suis aussi un peu philosophe, je suis aussi un peu critique littéraire. Enfin, on fait un peu de tout, on touche un peu à tout. Donc c'est ça qui est génial, je trouve, en lettres classiques, c'est qu'on se limite pas à un domaine et qu'en fonction du sujet qu'on choisit, on peut vraiment toucher à plein de choses. Donc de manière purement pratique, moi je vais pouvoir parler que du master à la Sorbonne parce que c'est le seul que j'ai fait, mais il y en a un peu partout en France, des masters de lettres classiques. Après nous, c'est vrai qu'il est très orienté recherche, notre master. C'est-à-dire que là, mon dernier semestre, j'ai même pas de langues anciennes, j'ai qu'une langue vivante et 2 séminaires de recherche. Donc c'est vraiment très recherche. Un master, ça se passe en 2 ans, 4 semestres, et chaque année, on doit fournir à la fin de l'année un mémoire qui va compter pour la majorité de notre note. Et donc un mémoire, c'est quoi ? C'est un travail de recherche qui doit faire une certaine quantité de pages. Ça dépend des directeurs de recherche, ça dépend des profs, ça dépend des filières. Je sais que mon prof, il va à peu près 80 pages, et la deuxième année, à peu près 100 pages. Et en fait, on peut choisir notre sujet. Il faut évidemment qu'il ait un lien avec l'Antiquité. Mais après, on peut choisir un peu le sujet qu'on veut, tant que c'est à peu près pertinent et que ça n'a pas été fait et refait. Et puis ensuite, on contacte un chercheur et on lui demande de diriger nos recherches. Donc moi, j'avais fait ça quand j'étais encore en prépa. À la Sorbonne, ça varie un peu tous les ans. Mais si vous voulez que je vous détaille un peu vraiment qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Alors le premier semestre, on a 2 heures de langue. On a 3 séminaires de recherche de 2 heures chacun, 2 heures de version et thème latin et 2 heures de version grecque. Le deuxième semestre de M1, on a 2 heures de thème grec, 2 heures de commentaires grecs, 2 heures de version et thème latine, et puis 2 heures de langue vivante et 2 heures de et 2 séminaires de 2 heures. Au premier semestre du M2, qu'est-ce que j'avais ? On a 2 heures de langue vivante, toujours. 2 heures de version grecque, 2 heures de version et thème latin. 2 séminaires de 2 heures de recherche. Et au troisième semestre, on n'a plus que, du coup, comme je disais tout à l'heure, 2 heures de langue vivante et 2 fois 2 heures de séminaire. Voilà, donc c'est pas énorme, mais en fait, ils nous demandent vraiment de nous dédier à nos recherches au second semestre du M2. Surtout qu'on doit fournir un travail plus gros. Et donc, voilà, c'est un peu ça. L'année dernière, j'avais pris une option allemand qui était réservée aux archéologues et aux lettres classiques. C'est une prof d'allemand qui avait créé ce cours exprès pour nous. Donc c'était beaucoup de compréhension de l'écrit et en fait elle nous apprenait un peu à ce qu'on devait savoir pour réussir à lire des articles scientifiques en allemand.
Donc c'était vraiment sympa et puis c'était pas trop dur du coup. Enfin, fallait avoir déjà fait de l'allemand bien sûr pour qu'on peut comprendre. Mais c'était pas infaisable, on n'avait pas trop besoin de savoir parler la langue. Il fallait surtout réussir à la comprendre. Et cette année, j'ai pu commencer l'italien. Les 2 séminaires que j'ai gardés et que je suivais aussi l'année dernière, c'est le séminaire de mon directeur de recherche. On est obligé de suivre le séminaire de notre directeur de recherche parce que de toute façon, en général, nos recherches à nous tournent autour du sujet que lui étudie. Enfin, l'intitulé du cours, c'est Textes et doctrines de l'Antiquité tardive. Donc en fait, on travaille en général sur un texte en particulier qui est cette année les extraits prophétiques de Césarée, qui vise à prouver qu'en fait Jésus-Christ est le Messie annoncé dans l'Ancien Testament. Et donc il va répertorier une par une toutes les prophéties de l'Ancien Testament où c'est en fait le Christ qui est apparu, et il va prouver qu'à chaque fois c'est le Christ qui est apparu. Et puis mon deuxième séminaire, c'est un séminaire de philologie byzantine, enfin ça c'est l'intitulé. En fait, ce qu'on fait dans ce séminaire, c'est qu'on lit en petit grec des hagiographies, donc des vies de saints. Donc on va parler de l'église dans l'Empire romain d'Orient au 8e, 9e siècle après Jésus-Christ. Le patriarche, c'était l'évêque principal d'une des 4 grandes villes de l'Empire chrétien. Donc voilà, c'est un peu l'équivalent du pape, mais à Constantinople, à Byzance. En gros, c'est ça que je fais. Et puis, pour mes mémoires, l'année dernière, j'ai travaillé sur le végétarisme entre païens et chrétiens dans l'Antiquité. Donc en fait, j'ai étudié en profondeur un ouvrage qui est le traité de l'abstinence de Porphyre de Tyr, qui était un philosophe du IIIe siècle après Jésus-Christ. Il a écrit tout un traité concernant le végétarisme, et du coup je comparais ça à certains textes chrétiens qui abordent le sujet, même si c'est toujours de manière plus lapidaire. Eux, il n'y a aucun chrétien qui a écrit un traité entier sur l'abstinence de viande dans l'Antiquité, donc voilà, fallait que je pioche un peu partout. Et donc le but, c'était d'essayer de voir si on pouvait parler d'un débat entre païens et chrétiens à ce sujet. Et puis cette année, je travaille sur un texte, je fais une traduction et un commentaire d'un texte d'un auteur encore plus tardif qui s'appelle Épiphane de Salamine. Je travaille sur son grand œuvre qui s'appelle le Panarion, dans lequel il recense et réfute 80 hérésies. Et moi je travaille sur la notice d'Épiphane qui concerne les Manichéens, une communauté originaire de Perse, donc c'est l'Iran actuel, et qui a commencé à exister au IIIe siècle, mais qui s'est répandue en Chine jusqu'au XIVe siècle. Donc c'est une hérésie super importante et voilà, c'est super intéressant. Donc moi, mon travail, c'est de commenter et de traduire ce texte. Si vous avez plus de questions, on pourrait faire une Q&A un de ces jours quand vous serez plus nombreux, ou du moins plus nombreux de lettres classiques. Je sais pas si ça vous intéresse, ce genre de sujet. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Là, je vais lancer le live parce que il est 20h. Donc c'est l'heure.